Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de la 6e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours, le tourisme, la gastronomie dans cette étape en Auvergne. On parlera également des favorites de cette étape et également du programme de la journée. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser, pardon, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et on commence tout de suite avec cette 6e étape. Journée encore très compliquée dans le Massif central, ça nous a déjà donné une très belle étape sur le dernier Tour de France. L'étape numéro 14 qui avait été très intéressante, peut-être pas très belle, mais très intéressante je trouve, notamment pour la victoire d'étape de la journée. C'est vrai que du côté du général, on avait été peut-être pour certains un petit peu déçus. Et puis c'est une journée qui va être compliquée, assez courte, enfin en kilométrage, on est aux alentours de moins de 130 km. On n'est pas sur la journée la plus courte de ce Tour de France, mais quand même, ça reste une journée qui va aller quand même assez vite. Avec, eh bien, il va falloir avoir des qualités de grimpeuse pour s'imposer, mais également, je pense, un petit peu de vitesse de pointe. Pourquoi? On a des difficultés, certes, mais qui ne sont pas forcément les plus pentues au programme. Alors même si chez les filles, dès qu'on dépasse, je dirais 7%, on commence à avoir quand même des écarts entre les moins bonnes et les meilleures. Je dirais, entre les meilleures, ça va quand même être compliqué de faire la différence avec les deux difficultés du jour. Et puis il y aura quand même, après la dernière bosse qui sera en fait le sprint bonification, il y aura encore un petit peu de temps derrière avant de faire avant de rentrer sur Ambert. Donc là il faudra faire attention, voilà, donc on rentre sur une fin de Tour de France qui va être compliquée, hein. C'est vrai qu'on a les 4 étapes les plus dures qui sont sur les 4 derniers jours de course, hein, tout simplement. Donc ça a commencé déjà avec le final de l'étape de Guéret, j'ai envie de dire la veille, et puis là ça va continuer avec encore une fois des routes du Massif central qui ne rentrent pas du tout et qui renforcent la difficulté de cette étape, parce que vous avez certes déjà la difficulté, on va dire, du parcours avec un petit peu de dénivelé positif, mais également les routes du Massif central qui ne sont pas évidentes. Par contre, le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pourcentage sur cette journée. On est sur des cols qui ne sont pas forcément les plus pentus du Massif central, hein. C'est pas le Puy-de-Dôme, hein, tout simplement. Donc il va falloir faire attention de ce côté-là, parce que on aura du mal à faire totalement les différences. Je ne serais pas surpris qu'on ait un petit groupe à l'arrivée. Alors un tout petit groupe, hein, mais qui se joue la victoire. Donc il faudra aussi faire attention aux possibilités de contre. Et aussi, pourquoi pas, aux possibilités d'échapper. Malgré tout, il faut quand même y réfléchir si derrière on décide de se regarder et d'attendre surtout les 3 dernières étapes pour véritablement faire la différence du côté du classement général, du côté de cette étape, donc dans le Massif central, entre Clermont et Ambert. Alors l'ambiance va peut-être être particulière du côté de Ambert, parce qu'il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a eu un rallye dans la région qui a connu 3 morts dans le public. L'enquête est même toujours en cours, donc c'est vrai que peut-être que l'ambiance du côté de la zone d'arrivée sera un petit peu moins joyeuse que ce qu'on aurait pu voir s'il n'y avait pas eu ce drame du côté de la région. Voilà, que dire de plus sur cette étape numéro 6? On va parler du dénivelé positif. 2478 mètres, ce qui en fait la 3e étape dans ce classement des journées les plus compliquées en termes de dénivelé positif. Je rappelle que c'est le chiffre selon Pro Cycling Stat et pas selon l'organisateur du Tour de France. Du côté du classement de la montagne, eh bien, on pourra récupérer 21 points tout simplement, vu qu'on a un col de 2e catégorie, ce qui donne 10 points. Un col de 2e catégorie, ce qui donne 5 points, et 2 cols de 3e catégorie qui permettent de récupérer 3 points à chaque fois.
6 secondes de bonification également grâce au sprint bonification, plus les 10 secondes à l'arrivée, ça peut faire 16 secondes si vous avez une personne qui arrive à sortir en solitaire. Et puis du côté du classement du sprint, 45 points à récupérer, 25 points au sprint intermédiaire et 20 points à l'arrivée pour le maillot vert. Voilà du côté de ce classement. On regarde tout de suite le parcours de cette journée de compétition. Eh bien, vous le voyez tout de suite, on part de Clermont-Ferrand pour aller du côté d'Ambert, 124 km au programme, avec donc un col de première catégorie, 2 cols de troisième catégorie, un col de deuxième catégorie, et puis une belle bosse pour le sprint bonification. Du côté de Valcivière, pardon, et pas Vaxivière. On commence au début de journée, départ depuis Clermont, pas par le côté Puy-de-Dôme, donc par un côté un petit peu plus plat. Pour quitter Clermont-Ferrand, on passera notamment par Ravel et par Sermentizon. Sermentizon, une côte de 1,2 km à 5,9 de moyenne, qui sera le lieu là du sprint intermédiaire, donc qui arrivera dans la première heure de course. Et puis cette fin de première heure de course qui sera conclue par 2 bosses de troisième catégorie, la côte de Courpierre, 1,7 km à 6,5 de moyenne, une côte assez régulière dans ses pourcentages. On aura des gros pourcentages, c'est là on aura les plus gros pourcentages de la journée du côté de Sermentizon. Et puis il y aura la côte d'Augerolles, 2,7 km à 5,1% de moyenne, et ça sera au kilomètre 45,5. Assez peu de descente avant cette côte d'Augerolles. On arrivera à Oyergues, pardon. Et là, on aura quasiment le pied de ce col du Béal, même si sur la première partie, on est quand même plutôt sur des faux plats montants, mais on aura déjà 12 km de route reprise entre Oyergues, ici, et le vrai pied de la difficulté, le Brugeron. Ensuite, on aura ce col du Béal, qui sera au kilomètre 79,5 et qui sera le point culminant de cette journée à 1399 mètres. Cette côte du Béal, 10 km 3 à 5,6 de moyenne, et vous voyez, il y aura déjà 10 km auparavant, assez difficile. La côte du Béal, on la voit tout de suite. Eh bien, vous voyez, c'est pas la côte la plus dure du massif central. 2 km au-delà des 6%, 1 km à 6,8%, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, et un autre kilomètre à 6,5%, entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5, et j'avais oublié un troisième kilomètre également supérieur à 6%, entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Sinon, ça reste assez régulier. Donc, je pense qu'on aura encore pas mal de filles au sommet de ce col du Béal. On redescendra le col du Béal pour arriver à Saint-Pierre-la-Bourillonne au kilomètre 88,5 avant le départ du dernier col techniquement de la journée au niveau du classement de la montagne. Pardon, j'ai eu un petit bâillement. Le col du Champsaire, 5 km 4 à 5,4 de moyenne, col de deuxième catégorie qui sera à 30 km de l'arrivée. On le regarde tout de suite, ce col du Champsaire. Là aussi, on est sur une montée qui n'est pas la plus dure au monde, pas forcément des très gros pourcentages. 2 km à plus de 6%. Du côté de cette montée, comme vous le voyez, qu'ils sont colorés en rouge, ces 2 km là. Et puis on redescend vers Job, quelques kilomètres de plat avant d'aller à Valcivière, 4 km 6 à 5,1 de moyenne, qui sera donc la dernière difficulté de cette journée, qui sera le lieu surtout du sprint de bonification. On aura ensuite quelques kilomètres de plat, 3 km de plat, avant de démarrer la descente, qui nous emmènera directement quasiment vers Ambert, à part les 2 derniers kilomètres qui seront un petit peu plus plats du côté de ce parcours. Donc vous voyez, les difficultés se concentrent quand même sur la deuxième moitié de journée, d'une journée assez courte. On regarde les dernières difficultés du jour. La descente vers Ambert, pas forcément très technique, il y aura quelques virages, mais je dirais que l'arrivée vers Guéret est plus technique que cette arrivée vers Ambert. Ensuite, on aura une belle ligne droite qui va en fait clôturer cette descente.
L'arrivée est en léger faux plat montant, mais il faudra faire très attention. Vous voyez le nombre de courbes dans ce dernier kilomètre, et notamment de routes de virage à angle droit sur la gauche qu'il faudra prendre, je dirais environ à 700 et 400 mètres de l'arrivée pour arriver sur le boulevard Henri IV à Ambert. Donc voilà, faire attention à ces deux virages qui sont en plus bien cachés par le nom de la départementale sur la carte, mais voilà, pas mal de petites courbes, un rétrécissement aussi avant le dernier kilomètre. Donc là, il faudra faire attention dans cette entrée dans Ambert. Largeur de la dernière ligne droite qui fera 6 mètres sur 400 mètres de longueur. Voilà, du côté de cette étape. On regarde la carte également pour voir un petit peu où l'étape se déroule. Donc comme on le disait, on part de Clermont-Ferrand pour aller à Ambert. Donc départ là qui est beaucoup plus simple que lorsque l'on part vers le sud, comme ce qu'on a fait du côté de l'étape du Tour de France Homme. Hein. Là on va partir plutôt dans des plaines avant de rejoindre les premières difficultés du jour qui seront ici. Et puis ensuite ce col du Béal qui commence assez loin. Vous voyez que la descente du col de Béal, il y a quand même quelques courbes dans cette descente avant l'enchaînement avec l'autre col. Donc là, il faudra faire attention dans ces descentes, pas toujours sur des routes extrêmement larges non plus du côté de cette étape. Allez, on regarde tout de suite le tourisme dans la région. Clermont-Ferrand qui est la ville de Vercingétorix, bien entendu de Michelin, dont on avait déjà parlé lors du tour masculin, mais Clermont-Ferrand, bien entendu, vous avez pas mal de beaux endroits à visiter. On va commencer par la basilique que vous avez ici à l'écran, basilique Notre-Dame du Port qui date du XIIIe siècle, style roman, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, vous avez un chevet pyramidal, un portail sculpté également du côté de cette basilique Notre-Dame du Port, du côté de ce lieu. J'ai l'impression d'être Franck Ferrand quand je parle d'église et de cathédrale, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit avec Sophie Jevillard qu'il n'y a pas que des églises et des cathédrales en France quand même, ce qu'on avait presque oublié avec Franck Ferrand. Du côté de la cathédrale de Franck Ferrand, qui est assez particulière, cette cathédrale de Clermont-Ferrand, vous voyez par sa couleur, cette couleur très noire, qui est faite avec des pierres de la région. C'est ça qui fait la particularité de cette cathédrale, qui est d'un style gothique parce qu'elle est construite donc en pierre de lave de Volvic. On en avait parlé, je crois, quand on avait parlé de Volvic, de ces pierres de Volvic très noires et qui ont permis la construction de pas mal de bâtiments autour de Clermont-Ferrand, dans vraiment la région de Clermont-Ferrand. Parce que je rappelle que Volvic, c'est vraiment à côté de Clermont-Ferrand, il doit y avoir 10 km entre les 10-15 km entre les deux communes. Flèche de 90 mètres, ensemble unique de peintures murales et de vitraux à l'intérieur. Vous pouvez même retrouver des photos sur internet, c'est assez joli. Donc ça date de 1862. Et puis bien entendu, Clermont-Ferrand, c'est la ville qui est le début de la chaîne des puits. À partir de Clermont-Ferrand, au sud de Clermont-Ferrand, vous descendez et vous avez la chaîne des puits avec le puits de Dôme, bien entendu, qui est au sud, 1465 mètres, qui domine la chaîne des puits avec 80 volcans qui sont présents, alors accessibles à pied ou en train à crémaillère pour le puits de Dôme. Voilà, du côté de cette chaîne des puits. Depuis juillet 2018, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que haut lieu iconique, le premier inscrit comme bien naturel en France métropolitaine. Voilà cette chaîne des puits, faille de Limagne, pour le nom, on va dire, officiel. On poursuit du côté de cette étape à Moissat, avec cette église de Moissat que vous voyez ici à l'écran. Église avec cette face avant très particulière. Alors, elle daterait du XIe siècle, mais elle aurait été édifiée en 912 par les moines de Saint-Lomère de Blois.
qui fuyaient les invasions normandes et auraient ainsi protégé les reliques de leur fondateur. Donc ensuite, au début du XIIIe siècle, on va avoir une chasse en cuivre qui va être repoussée, a été commandée aux ateliers de Limoges pour contenir ces ossements. Et ce reliquaire est aujourd'hui déposé dans le trésor de la cathédrale de Clermont. Voilà, donc vous avez les ossements, les reliques de Saint-Lomère. La façade occidentale de l'église présente des peintures murales qui datent du XVe siècle. Et au-dessus du porche s'étend une mise au tombeau sur un pilier de la porte. Elle est considérée comme la plus ancienne église de Basse-Auvergne. Mais si elle a été fondée en 912, c'est pas du XIe siècle qu'elle date, hein, c'est du Xe siècle. Voilà. Je connais encore comment on calcule les siècles, donc je pense qu'il y a une petite erreur, une petite coquille du côté du texte sur la ville de Moissat. Voilà. Et elle est classée monument historique depuis 1983, mais vraiment c'est cette face avant très particulière, voilà, de cette église. On va pas parler de Ravel, parce que je suis quasiment sûr que j'en ai déjà parlé, je suis quasiment sûr d'avoir déjà parlé de Ravel l'an dernier, donc il y a un château qui notamment a été utilisé pour le film Les Choristes, qui est un château fort. Mais vous avez donc la commune de Raval avec son château, vous avez surtout aussi un autre château, c'est à Sermentizon, le château d'Olteribe, qui date du XIIIe siècle, est un château fort. Alors, il date peut-être d'avant, parce que c'est la mention dans les livres de ce site qui date du XIIIe siècle. Les Cholets en furent les premiers seigneurs, puis de la seconde moitié du XVe siècle, le château fut transmis par mariage aux seigneurs de Lafayette, qui vont le faire fortifier en la dotant d'archères et de canonnières en 1467. Ensuite, il va être récupéré par les Montboissier avant d'être acquis en 1775 par la famille de Pierre. Alors, ils vont décider au XIXe siècle, Joseph de Pierre, qui est dans la lignée donc ceux de cette famille de Pierre, et sa femme, de restaurer et d'aménager l'ancienne demeure qui avait conservé quand même un aspect très médiéval dans le goût romantique. Une nouvelle façade va être faite, et puis une tour d'angle, une poivrière au sud et une tour de plan carré à l'est sont créées. Le château va être légué en 1954 et le mobilier sert d'illustration et d'application aux cours d'histoire de l'art et des techniques dispensés dans le cadre d'une préparation au BTM, le brevet technique des métiers. Voilà. On poursuit avec un autre château, c'est du côté de Courpierre. C'est quasiment à côté, hein. Les trois châteaux se suivent vraiment en une dizaine de kilomètres. C'est vraiment à côté de Clermont, encore du côté de Courpierre, avec donc le château de la Barge. Ce château de la Barge, médiéval puis Renaissance, il se dresse au cœur d'un décor champêtre. Il était proche d'une voie romaine qui était dans la région, et il a conservé une partie de ses douves d'origine et ses terrasses qui datent de la Renaissance. La forteresse d'origine a été construite au XIIe siècle et au XIIIe siècle, transformée au XVIe siècle en belle demeure à laquelle se sont ajoutés des jardins en terrasse composé de 400 balustres dessinés par le nôtre, qui était un peu le jardinier paysagiste de l'époque. Possession des Labarge, le château passe en 1711 à la famille de Montmorin. Elle a hésité à détruire le château parce que c'est vrai que c'était un peu petit, voilà, pour la château. Un château, c'est un peu petit, il faut l'agrandir. Mais elle va décider plutôt de le rajeunir. Voilà, donc on va garder les 4 tours et quelques d'autres éléments vont être conservés. Alors les jardins sont aussi remarquables que le château lui-même et sont toujours entretenus avec soin par les Montmorins qui possèdent donc toujours cette bâtisse. Voilà, donc monument historique depuis
1975. On poursuit du côté de Chamazel, qui est le dernier château de cette étape, le château de Chamazel-Jansanière. La commune est donc le château de Chamazel, lui qui est un style médiéval. Construction qui a débuté en 1231 sous l'impulsion des Marsillis et a été poursuivie par une autre famille, les Talaru, en partir de 1372. C'est un château féodal qui fait partie du domaine du Forêt et servait à contrôler la route d'Auvergne par le col du Béal. On passera sur cette étape. Alors il a conservé des éléments de la maison forte de l'an 1231, mais avec toutes les modifications et ajouts successifs apportés par les Talaru au cours des siècles. Meurtrière, base de murailles, donjon, chemin de ronde, machicoli. Il y a également quelques éléments de la Renaissance, comme la cour intérieure, une galerie, des chapelles aujourd'hui restaurées. Il est ouvert pour les visites et dispose également de chambres d'hôtes et de salles de réception. Voilà ce château de Chalmazel. Et puis maintenant, on regarde du côté de la ville d'arrivée à Ambert. Alors à Ambert, il n'y a pas que le fromage dans cette commune, vous avez la mairie ronde qui date de 1876. En fait, c'était une ancienne halle au grain qui va être transformée en mairie ronde, et c'est une forme inspirée de la fourme d'Ambert, donc le fromage. Là vous la voyez mise en lumière, voilà, de nuit. C'est vraiment tout à fait magnifique, hein, ce bâtiment de nuit, voilà, avec ses lumières. Voilà, c'est donc assez intéressant à observer. Vous avez également un moulin du côté de Ambert, le moulin de Richard de Bas, qui a une particularité unique en France. C'est le dernier moulin, mais pas de moulin à farine, moulin papetier traditionnel actif, avec pas mal d'outillage d'époque conservé. On fabrique encore du papier à l'ancienne qui sera visible au musée, qui date du XIVe siècle, même s'il a été modifié au XVIIIe et au XIXe. Et oui, parce qu'avec les moulins, on pouvait faire également de la papeterie. Et puis également du côté des lieux à visiter, eh bien vous avez la maison de la fourne d'Ambert. Voilà, tout simplement, le fromage dont on reparlera dans quelques instants. Cette maison de la fourne d'Ambert, eh bien, qui explique tout simplement la fabrication du fromage, mais également la fabrication des fromages auvergnats en général, avec le matériel laitier notamment. Et puis vous avez une cave d'affinage, des AOP fromage auvergnat, une dégustation, une boutique, voilà, à l'intérieur. Vous avez des ateliers fromage, des hamburgers à la fourme que vous pouvez manger sur place également dans cette maison de la fourme d'Ambert. Voilà, et puis vous pouvez savoir surtout comment est fabriqué ce fromage si vous aimez eh bien, la fourme d'Ambert, ce fromage particulier. Et puis vous avez le Musée Énergie, voilà, ce musée qui a une collection de machines à vapeur. C'est en fait un parcours, une découverte sur l'énergie, avec une mescro centrale animée, un atelier des tresseurs notamment. Il y a 1600 mètres carrés de collection assez intéressante sur ce musée, assez surprenant parce que je n'ai pas le souvenir qu'il y ait d'autres musées. Alors, on a des musées des trains notamment, mais là vous avez vraiment un musée sur l'énergie. Donc voilà, 1600 mètres carrés de collection du côté de Ambert. On poursuit avec la gastronomie, pas mal de choses à manger. Voilà, alors on va revenir sur la truffade, mais on en a déjà parlé. De la truffade, c'était lors de l'étape du 14 juillet, mais c'est vrai qu'on est encore dans la région de la truffade, ce plat. Forcément, ça peut être que bon, la truffade, parce que le gras, c'est la vie. Voilà, pommes de terre, ail, tomes fraîches, du Cantal. Pourquoi ça serait mauvais, la truffade? Voilà. Donc, la truffade qui a intégré le petit Robert.
en 2022, il y a une controverse, voilà, parfois sur les ingrédients de la truffade, et notamment dans ce petit repère. Voilà. Mais c'est bien entendu le plat, un des plats emblématiques de la région autour de Clermont-Ferrand, hein, bien entendu. Autre élément incontournable de la région, ce sont les lentilles vertes du Puy, appellation d'origine contrôlée depuis, d'origine protégée même depuis 2008. Les plus anciennes traces de ces lentilles qui remontent en 1643, pardon. Et puis cependant la découverte en 1928 à Saint-Paulien d'un vase en terre cuite contenant un mélange de graines diverses dont les lentilles semble attester de la présence de cette culture dès l'époque gallo-romaine. Alors normalement ce sont des lentilles qui sont vendues sur le nom Le Puy. Alors il va y avoir des usurpations d'identité et puis on va réussir à les protéger. C'est le premier légume à s'être vu décerner une appellation d'origine contrôlée. Alors la production est mise en péril par le changement climatique. Alors production qui s'étend sur 88 communes de la Haute-Loire que nous allons traverser lors de cette étape. Voilà, donc cette production qui va être récoltée du 1er au 15 septembre environ, à peu près 4500 hectares de lentilles qui représentent entre 4000 et 5000 tonnes par an. Voilà. Alors moi je vous ne dirais pas que c'est la meilleure lentille du monde, parce qu'il y a la lentille du Berry, mais dans la région on considère que c'est la meilleure lentille du monde. Voilà, donc vous pouvez bien entendu faire tous les plats avec les lentilles. On peut penser aux petits salés notamment, mais c'est vrai que ça accompagne très bien les viandes. On peut même faire des salades de lentilles, pourquoi pas, avec des petites carottes et puis des lardons. Voilà, donc on peut faire énormément de choses avec les lentilles. Ça fait partie des ingrédients qui ont repris un petit peu du poil de la bête depuis quelques années, hein. Les lentilles, avec l'apparition des nouvelles graines, de nouvelles légumineuses, hein. Je pense notamment au boulgour. C'est vrai que la lentille a repris un petit peu du poil de la bête. On passe bien tiens au jambon, le jambon d'Auvergne. Alors vous avez également du saucisson. On va nous s'intéresser à ce jambon d'Auvergne, qui est une charcuterie qui a une indication géographique protégée depuis 2016. C'est un jambon sec dont l'affinage atteint ou dépasse 8 mois. Ces arômes sont renforcés par un étuvage et une pointe d'ail dans le sel de salage. Alors, on le produit dans le sud de l'Allier, mais également dans la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, et parfois même dans le Lot et la Corrèze, un petit peu. Donc avec ce relief accidenté. Donc ce jambon cru est produit à partir d'une cuisse de porc charcutier. Sélectionné et préparé, le jambon est recouvert de gros sel et d'un peu d'ail pendant 2 à 3 semaines. Le sel est ensuite enlevé et le jambon est mis au repos dans un local frais. Il n'est jamais fumé, ce jambon. Voilà, et puis lors de sa mise au sel, la cuisse fraîche est parée. Elle n'est pas désossée, comme ça on a le goût un petit peu qui perdure, et elle pèse au minimum 8,5 kg. On va le placer en étuve, donc entre 15 et 30 degrés, pendant quelques jours. Il va être ensuite pendu au frais dans les séchoirs pendant 8 mois, et en fin d'affinage, le poids est au minimum de 6 kg, donc ça va perdre quand même 2 kg, hein, facilement 2 kg de poids avec cette technique. Donc on peut l'avoir bien entendu en barquette, à la coupe, ça se trouve maintenant. Ça se trouve depuis quelques années, le jambon d'Auvergne, hein, vous l'avez même parfois en grande surface. Mais c'est vrai que alors, moi pour en avoir goûté, alors, après j'en avais goûté des de grande surface, c'est un jambon que j'avais trouvé extrêmement salé. Voilà, donc moi qui n'aime pas trop les trucs très salés, voilà, j'avais pas forcément bien apprécié. Mais peut-être que, encore une fois, j'en avais pas mangé un de bonne qualité. On poursuit avec bien entendu le fromage de ce lieu d'arrivée, la fourme d'Ambert.
ce disque souvent, hein, on le voit dans les supermarchés, il est vendu sous forme de disque souvent, ou on va dire avec ce cylindre également. C'est une AOP depuis 2006. La meilleure période de consommation, c'est en ce moment. Il faut le manger entre mai et octobre. Alors c'est un fromage à lait de vache à pâte persillée qui est non cuite et non pressée, avec une croûte sèche et fleurie qui se présente donc sous la forme d'un cylindre, hein, environ 13 cm de diamètre pour 19 cm de hauteur, quand vous le voyez un petit peu sur les étals des fromagers. Vous avez ce petit cylindre tout en hauteur. Alors l'appellation fourme, c'est en fait une francisation d'un terme auvergnat qui se disait fourma, enfin qui s'écrivait fourma, lui-même issu du latin forma, qui est en fait l'origine du terme français fromage. Voilà, tout simplement. On fabrique en 2020, on fabriquait 5800 tonnes de fourmes d'Ambert. Alors, une partie de cette fabrication est due à des laiteries industrielles, mais vous avez encore 9 producteurs fermiers qui vont produire le lait cru, le transformer dans le cadre de l'AOP, dont 2 sont même sur le canton même d'Ambert. Alors, il faut 19 litres de lait cru pour obtenir une fourme d'Ambert. Voilà, c'est quand même pas anodin, et donc vous avez au final, la zone de production de cette forme d'Ambert est un petit peu plus grande que la commune de la forme d'Ambert. Voilà. On poursuit. C'est la 9e appellation fromagère protégée en termes de volume. On poursuit avec un autre fromage, le bleu d'Auvergne, qui est un petit peu différent, hein. Vous allez le voir dans sa forme, ce bleu d'Auvergne. Là aussi, un fromage à pâte persillée, fabriqué dans le Massif central à partir de lait de vache, là également. Son persillage allant du bleu au bleu noir, appellation d'origine depuis 1975. Alors, l'origine du bleu d'Auvergne est liée à celle du bleu de l'Accueil. Elle n'est pas précisément connue. Plusieurs versions s'affrontent. On affirme par exemple qu'il a été créé au milieu du 19e siècle à l'ouest de Clermont-Ferrand par un paysan auvergnat qui va ensemencer du lait caillé avec la moisissure formée sur du pain de seigle. Voilà. Mais ça remonte parfois un petit peu plus âgé. Donc on a du mal à savoir véritablement l'origine de ce fromage qui a une AOP depuis 1996. Alors, les fourmes de ce bleu d'Auvergne font entre 2 à 3 kg et ont une forme cylindrique. Voilà, hein, c'est un cylindre. Donc à peu près 20 cm de diamètre pour une hauteur de 9 à 10 cm. Voilà. La teneur en matière sèche doit être de 50 grammes, 52 grammes au minimum pour 100 grammes de fromage. Et celle en matière grasse doit être de 50 grammes pour 100 grammes de matière sèche. Alors le bleu d'Auvergne a une couleur de blanche à ivoire. Les moisissures sont bleu-vert, proche du noir également. Alors il ne reste plus qu'une seule production fermière originelle et ce fromage est surtout fabriqué de manière industrielle. Voilà. Donc pour fabriquer ce bleu d'Auvergne, il faut 20 à 25 litres de lait. Et on va utiliser du Penicillium roqueforti ou Penicillium glaucum pour développer le bleu. Sinon, ce bleu ne se développe pas. Voilà, une grande partie des communes de l'Auvergne peuvent fabriquer ce fromage. On passe au Cantal. Là aussi, un fromage du coin, le Cantal. Fromage, alors là, la photo est toute petite, je m'excuse. Du côté du Cantal, eh bien, c'est un fromage donc à pâte pressée non cuite, qu'on peut appeler également fourme de Cantal hein, dans la région, pour garder le nom original. Alors, 400 litres de lait pour fabriquer une fourme de 40 kg. Et donc, vous avez
plusieurs affinages possibles du côté de ce Cantal. On l'appelle jeune quand il a un affinage de 30 jours. Ça peut aller jusqu'à 240 jours pour le vieux Cantal. Et je peux vous dire que le Cantal vieux, pour en avoir vu, tout simplement hier, je suis tombé sur une vidéo voilà, d'un fromager qui coupait du Cantal vieux. C'est vraiment extrêmement friable, le Cantal vieux, à l'extérieur. Hein, c'est assez dur à couper, c'est très très sec. Et en gros, on passe de 40 kg à 30 kg. Voilà, pour la meule complète. Donc c'est pour vous dire le poids que ça va perdre avec cet affinage voilà, de 240 jours, voire plus. Et qui doit être bien réalisé, parce que si l'affinage est mal réalisé, ça peut être vraiment une catastrophe. Et puis on termine avec le Saint-Nectaire, qui est le dernier fromage du jour. Le Saint-Nectaire, fromage appellation d'origine, qui désigne un fromage français de lait de vache, qui va être fabriqué dans la région du Puy-de-Dôme, du Cantal, un petit peu, et qui fait partie du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2019, meilleure période de consommation. Il va falloir encore un petit peu attendre, c'est de septembre à novembre. À l'origine, c'était un fromage paysan qui était bien souvent fabriqué par les femmes et qui fut appelé jusqu'au XVIIe siècle le fromage de seigle, parce qu'il était affiné sur la paille de cette céréale. Et puis ensuite, il va avoir un nouveau nom ensuite. Et depuis 1996, il a eu une AOP sur cette production de fromage. Alors en 2016, on a produit 13 763 tonnes de fromage qui ont été produits. Donc c'est pas anodin, c'est un fromage très intéressant, très fort en goût, le Saint-Nectaire. Pour ceux qui aiment le fromage, c'est un fromage tout à fait intéressant. On passe au dessert. Pas mal de desserts voilà, à vous montrer dans la région. On commence avec un dessert très léger. C'est une blague. C'est la pompe aux pommes. C'est un plat qui vient de l'occitan auvergnat. Pompe qui en fait vient du mot pompa, qui désignait un plat constitué d'une garniture et d'un nappage de pâte. Alors, en fait, c'est un dessert qui est constitué d'une pâte feuilletée auquel on va recouvrir entièrement de morceaux de pommes et qui vont devenir ensuite fondants à la cuisson. Et il existe également une fête de la pompe aux pommes qui est située dans la ville de Durtol, dans le Puy-de-Dôme. C'est vraiment un dessert costaud. Alors la pompe aussi, la pompe à l'huile, pour ceux qui connaissent, c'est plus léger que la pompe à l'huile, mais ça reste quand même un plat assez costaud. Et puis Clermont-Ferrand, alors je ne savais pas, Clermont-Ferrand en fait c'est la ville de la pâte de fruits. On a vu déjà la ville du fruit confit, c'était lors de l'étape du Mont Ventoux. La ville de la pâte de fruits, c'est Clermont-Ferrand. Ça remonterait l'invention de la pâte de fruits au Xe siècle. Voilà, et puis au milieu du XVe siècle, c'est la première fois où on va avoir vraiment le mot pâte de fruits qui va être mentionné. Alors au départ c'était réalisé donc à Clermont-Ferrand, qui était connu sous le nom plutôt de pâte d'Auvergne plutôt que de pâte de fruits. Alors la région Auvergne a été l'une des principales régions de production de pâte de fruits. Alors la fabrication de ces pâtes de fruits en Auvergne demande au moins d'avoir 2 tiers de fruits pour 1 tiers de sucre. Voilà. Et il y a une chambre syndicale des confiseurs, confituriers et conserveurs de fruits d'Auvergne qui impose ces règles-là depuis 1947. Alors désormais, en France, ce n'est plus la région Auvergne qui est la plus connue sur la pâte de fruits, c'est maintenant le Vaucluse qui en produit le plus. Alors on peut faire de la pâte de fruits avec du coing, de l'abricot, de la pomme, des agrumes, de la prune. Il est préférable que les fruits soient frais pour une pâte de fruits de qualité. Et c'est le sucre qui permet de conserver ces fruits réduits en purée.
et au cours de la cuisson, le mélange doit s'épaissir sans se caraméliser. Après 2 ou 3 jours de séchage, elle est démoulée ou découpée en différentes formes géométriques, puis roulée dans du sucre cristallisé. Alors je peux vous dire que ça, je pense, ça fait partie des produits qui ont été bien défoncés par les industriels, la pâte de fruits, parce que on en a tous mangé de la mauvaise pâte de fruits. Je pense qu'on en a tous vraiment mangé. Eh bien voilà, c'était le dernier élément de la gastronomie dans la région du côté de la pâte de fruits. L'histoire du Tour de France, notamment du Tour de France homme, mais également du Tour de France femme, avec Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand a déjà accueilli la course à de nombreuses reprises chez les garçons. La dernière fois c'était en 2023 avec une étape qui avait permis la victoire de Jasper Philipsen. Mais c'est vrai qu'on a eu Thierry Marie qui s'est imposé, Walter Godefroy également. 13 départs d'étape à Clermont-Ferrand pour 2 arrivées du côté de cette commune. Et la dernière arrivée à Clermont-Ferrand, eh bien, c'est en 1959. Une étape qui partait d'Aurillac pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc c'est vrai on démarre souvent de Clermont-Ferrand, mais on arrive peu à Clermont-Ferrand, sauf du côté du Tour de France Femmes, car la dernière arrivée d'une grande course à Clermont-Ferrand, c'était la victoire cette année-là de Lotte Kopecky qui s'était imposée sur cette étape du Tour de France Femmes, avec une Juliette Labousse qui avait perdu pas mal de temps sur cette première étape pour ceux qui s'en souviennent. Et puis parmi les filles qui se sont imposées, il y a Jeannie Longo qui avait remporté 2 titres de championne de France du chrono à Clermont-Ferrand, et même elle avait fait en 99 le doublé chrono et route. Et puis là j'essaie de remonter. Il y a eu également des courses qui s'appelaient le circuit d'Auvergne. Pascal Chanteur avait gagné une étape de Paris-Nice en 97 qui est arrivée à Clermont-Ferrand. Donc voilà, un lieu voilà, tout à fait lié au cyclisme, hein, quand même, Clermont-Ferrand. Et puis il y a eu pas mal de bons coureurs qui sont passés par Clermont-Ferrand. Le col du Béal, eh bien, il va accueillir le Tour de France pour la 2e fois. La première fois, c'était le Tour de France homme en 2020. C'était l'étape numéro 14 qui était passée par le col du Béal avant d'aller du côté de Lyon. Une étape qui avait été remportée par Søren Kragh Andersen et qui était déjà partie de Clermont-Ferrand. Et puis, on a eu une étape du Tour de l'Avenir en 2010 qui était passée par le col du Béal. On arrivait même au sommet du côté du col du Béal, et c'était un Belge qui s'était imposé. C'était Yannick Aysen, qui derrière n'arrivera pas forcément à faire une grande carrière après ce résultat, après cette grande année même, hein. Il avait remporté la ronde de l'Isard cette année-là, et après l'année 2010, je dirais les résultats seront plus modestes, voilà, pour le coureur belge qui va arrêter sa carrière très jeune en 2016. Voilà, il avait battu ce jour-là Atapuma et Andrew Talansky. Le premier français, c'était Thomas Bonin qui avait fini juste derrière Mikel Landa, mais qui avait battu Nairo Quintana et Kelderman. Et Romain Bardet, voilà, qui n'était pas dans l'équipe de France numéro 1. Romain Bardet qui avait fini 15e de cette étape. Thomas Bonin, là aussi, qui passera par Skill Shimano avant d'aller dans une équipe allemande, mais sans forcément avoir de grands résultats, voilà, dans sa carrière du côté de Thomas Bonin. On poursuit avec le col, eh bien, du Sancerre, ce col du Sancerre qui voit pour la première fois le passage d'une grande course dans cette difficulté selon Pro Cycling Stats. Et puis à Ambert, eh bien, Ambert, on a eu pour la première fois le passage du Tour de France Femmes. Il y avait eu un passage du Tour de France Hommes, c'était en 2005, on passait à Ambert pour aller vers le Puy-en-Velay en partant d'Issoire.
Et c'était Giuseppe Guerini qui s'était imposé ce jour-là devant Sandy Cazard et Franco Pellizzotti, voilà, qui avait pris la 3e place. Et puis il y avait eu également la même année une étape de Paris-Nice qui était passée par Ambert, qui avait été raccourcie cette étape à cause de la neige. Elle avait été remportée par Vicente Reines devant Guido Trenti et Fred Rodriguez. Voilà. Et c'était une étape qui devait arriver à Le Chambon-sur-Lignon, mais on avait raccourci de 60 km cette étape à cause de la neige et des conditions difficiles. On passe à la cycliste du jour et aujourd'hui on va parler de Morgane Coston qui vient de la Haute-Loire. Alors Morgane Coston qui a commencé chez Servetto, qui est passé ensuite par des équipes françaises, Arkea, Cofidis, maintenant chez Roland, désormais du côté de Morgane Coston, qui est sur ce Tour de France. Morgane Coston, alors elle n'a pas encore de victoire chez les professionnels, mais elle avait fini 2e du Tour de féminin. C'était en République tchèque en 2021. Elle a fini également 2e du Grand Prix Presidente cette année en 2025. C'était du côté du Salvador où la Roland a essayé de marquer beaucoup de points sur ce type d'épreuve. 4e du classement de la montagne, du Tour du Pays Basque notamment, du côté de Morgane Coston, qui a également fini 10e de la Périgord Ladies. Voilà, donc qui fait partie de cette équipe Roland le Dévoluy. Morgane Coston, c'est déjà sa 3e participation au Tour de France. Elle est finie 45e en 2022, puis 74e en 2023, où elle avait fait également le Tour, d'Italie en 2024, où elle a fini 83e. Et puis bien entendu, en passant en Haute-Loire, alors on aura forcément une pensée pour Romain Bardet. Romain Bardet, le coureur français qui a pris sa retraite il y a 1 mois et demi désormais, meilleur grimpeur du Tour 2019, également prix de la combativité en 2015, plusieurs fois sur le podium du Tour de France, qui a participé également au Tour d'Italie dans sa carrière. Voilà, 2e en 2016, 3e en 2017, maillot jaune l'an dernier sur le Tour de France pour sa dernière participation. Voilà, une grande carrière du côté de Romain Bardet, qui n'a pas remporté d'étape sur le Tour d'Italie, mais qui aurait pu faire voilà, la triplette s'il lui avait pas manqué une victoire sur le Tour d'Italie cette année. Il a fini 2e. Voilà, il était à 2 doigts de remporter une étape sur les 3 grands tours, et puis également 2 fois sur le podium de Liège-Bastogne-Liège, 1 fois sur le podium des championnats du monde derrière Valverde, et 1 fois sur le podium également des Strade Bianche du côté de sa carrière, 2 fois sur le podium également du Dauphiné, où il n'a jamais été plus loin que la 10e place. On a sur le Dauphiné, donc ce qui est quand même là aussi, c'est pour ça que ça a quand même été enfin voilà, il a eu une alors si parfois il a fini au-delà de la 10e place, mais il a eu vraiment énormément de résultats entre 2014 et 2020. Voilà, il a toujours fini dans le top 10 du Dauphiné dans sa carrière. Donc voilà, beaucoup de résultats du côté de Romain Bardet. Donc forcément, on passe dans sa région, on a forcément une pensée, voilà, pour Romain Bardet, qui sera peut-être sur le bord de la route avec son enfant et avec sa famille. Du côté de la météo de cette étape, le temps sera nuageux mais sec, avec des températures en pleine comprises entre 21 et 24 degrés. Le vent de nord, puis du vent de nord-ouest en fin d'étape. Au départ, il sera faible ce vent. Il va se renforcer sur le dernier tiers de la journée, entre 15 et 30 km/h. Dans le col du Béal et le col du Chancer, eh bien, on aura des températures à 17 degrés au sommet, avec ce vent de nord-ouest entre 10
les 30 km/h. Donc c'est vraiment, on va dire, plus à la moitié de l'étape que le vent va changer de sens et se renforcer. Du côté de la stratégie, je pense à la victoire d'une leader sur cette étape-là, dans un groupe en petit comité, mais je pense à la victoire d'une leader. Faudra quand même se méfier d'une échappée, parce qu'on a vu ces derniers temps qu'on a quand même beaucoup d'équipes féminines qui ont tendance un petit peu à se regarder dans le blanc des yeux quand il faut travailler. Mais et si on attend que ça soit la FDJ qui bosse, vu la chute de Vollering, je pense qu'on peut attendre longtemps. Donc il faudra se méfier quand même d'une échappée potentielle. Mais le problème, c'est que l'étape est quand même assez courte. Donc pour que l'échappée ait suffisamment d'avance pour pouvoir se jouer la victoire, ça va quand même pas être facile. Voilà. Mais il faut quand même l'avoir en tête. Du côté de mes favorites, je mets Pauline Ferrand-Prévot. Je pense que s'il y a une dizaine de filles, elle est capable de gagner avec sa pointe de vitesse. Donc il faudra s'en méfier. Je pense également à Nim Fisher-Black. On n'en parle pas trop de la concurrente de la Lidl Trek. On parle pas trop de la Lidl Trek au final, à part gérer un peu de Balsamo et pas forcément bien. Mais on peut s'intéresser quand même à la néo-zélandaise. Et puis Puig Peters, forcément. Il faudra faire attention à elle. Grosse cote. Ruby Roseman Gagnon, qui a déjà perdu pas mal de temps. Donc elle peut, pourquoi pas, prendre l'échappée. On peut penser également à une Cavallard. Par exemple, voilà, des filles qui ont déjà perdu pas mal de temps peuvent peut-être s'intéresser à cette journée. Demain aussi, du côté de Bourg-en-Bresse, parce qu'on sait que samedi, dimanche, c'est mort pour les échappées, ça sera la victoire d'une leader. Le programme télé, départ fictif à 14 h. Assez long, ce fictif, il va durer 25 minutes pour sortir de Clermont-Ferrand. On ira ensuite à Sermentizon, le sprint intermédiaire à 93 km de l'arrivée entre 15h08 et 15h12. Le Brugeron qui sera le pied du col de Béal à 55 km de l'arrivée entre 16h et 16h09. Le col du Champ, donc normalement il ne sera pas raté par la télévision, ce col du Béal. Le col du Champsaire à 29 km de l'arrivée entre 16h52 et 17h11 pour une arrivée prévue entre 17h33 et 17h55. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production avec le débrief de cette étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.